Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Marie. Bonjour. Bon retour à toi. Oui. On revient pour ce bulletin d'actualité aujourd'hui. Journée forte en actualité encore une fois. Mais surtout, on a de quoi les amateurs de politique à se mettre sous la dent là, de dernière minute. Oui, sondage, j'ai l'impression qu'on va en avoir. Quand il y a un sondage comme ça, avec un petit morceau qui sort en fin d'après-midi, ça m'indique qu'il y aura quelque chose peut-être dans le journal de demain. Mais c'est plus que peut-être, puis on n'aura même pas à attendre à demain, Mario. 19h ce soir, là, tous les résultats sur les plateformes de Québécois vont être publiés de ce sondage léger Québécois qui a été mené dans le dernier mois. Puis particulièrement, le morceau qu'on a en ce moment, c'est sur les préférences des Québécois sur qui ferait le ou la meilleure premier ministre ou première ministre. Là, dans ce cas-ci, premier ministre, puisqu'on n'a que des hommes qui sont sur la ligne de départ. Il y a plus de gens en baisse, là. Oui, c'est ça qui est surtout spécial. surtout des chefs en baisse. Surtout des chefs en baisse. En fait, c'est pas compliqué. Il y en a un seul qui a augmenté ses résultats. C'est celui qui se retrouve ex aequo en dernier. C'est Marc Tanguay, chef par intérim du Parti libéral du Québec, qui se retrouve à 8%. Mais qui grimpe. Je me souviens d'une époque, je pense qu'il y avait quasiment rien, là, 2, 3, 4%. Puis là, ben, ça a monté tranquillement, 5, 6, puis là, il se retrouve à 8, ex aequo avec Éric Duhem. Je pense qu'il partait vraiment moins connu que tous les autres, parce que tous les autres ont fait une campagne électorale. Puis il reste qu'en politique, tu te fais voir dans une campagne électorale. Donc lui, il a été nommé par chef par intérim après la campagne. Donc il est comme parti un peu de zéro, là, vraiment moins connu que les autres. Donc il gagne petit à petit, grappille des points. C'est dommage qu'il pourra pas nous se faire élire comme premier ministre. Ben là, moins que, tu sais, s'il devenait très populaire, peut-être que le parti changerait les règles ou qu'il se retirerait chef par intérim ou je sais plus quoi, mais... Parce que pour l'instant, c'est exclu des règles qui peuvent se présenter, bien évidemment. Donc, pour laisser ça, donc Paul Saint-Pierre Plamondon perd 2 points, Legault 1 point, Nadeau-Dubois 1 point. Exact. Éric Duhem stable. Éric Duhem stable, mais quand même à 8%, là, donc ex aequo dans la dernière position. Gabriel Nadeau-Dubois, 11%. Perte d'un point, est-ce que c'est attribuable à la grogne déjà? C'est sûr qu'il y a eu des mauvaises nouvelles depuis quelques jours. On va voir là, dans le sondage lui-même ce que sera le score de Québec solidaire du parti. Le problème pour Gabriel Nadeau-Dubois, c'est que, tu sais, pour les autres, là, pour François Legault, il n'y a pas de rendez-vous. Là. Tu veux pas des mauvais sondages parce que tu n'aimes jamais ça, mais t'as pas de rendez-vous immédiat avec l'électorat. Alors que Gabriel Nadeau-Dubois, lui, a un rendez-vous, un conseil national de son parti dans 2 semaines, où là, il doit faire passer quelque chose. Il doit faire passer une espèce de vision, un changement du parti. En fait, c'est une première étape où il doit amorcer ça. Et quand tu proposes un pragmatisme, là, ben, une des choses qui aide à vendre ça, c'est de dire, ben, regarde, on va gagner, là, tu sais, on va mettre de l'eau dans notre vin, on va laisser tomber nos idées trop radicales, mais en échange de ça, on va se rapprocher de la victoire. Mais quand t'es à, je sais pas, moi, 11%, quand t'es plutôt faible dans les sondages, ben, la tentation pour les membres du parti, c'est de dire, ben là, on va pas diluer notre soupe, on va pas mettre de... Non, c'est ça. T'sais, à 11%, là, on est aussi bien de s'en tenir à nos idées. Donc, donc, on est dans une période où Gabriel Nadeau-Dubois aurait besoin de bons sondages pour montrer que c'est son affaire qui est la bonne. Oui, puis malheureusement, on semble pas se diriger vers tout ça. Quoi qu'on pourrait être surpris par les autres résultats de sondage qui vont sortir un peu plus tard aujourd'hui. Mais Québec solidaire qui semble pas sur une pente ascendante, sur un air d'aller, outre l'espèce de grogne intérieure qui se passe en ce moment. François Legault est à 18%, ce qui fait en sorte qu'il est encore moins populaire que son parti dans les intentions de vote, ce qui est encore une fois mauvaise nouvelle là, quand même, somme toute pour la CAQ. Corrige-moi, tous les chefs sont moins populaires que leur parti, dans ce cas-ci. C'est pas toujours le cas dans l'histoire. Des fois, c'est le contraire. Un chef est beaucoup plus populaire que... Même Paul Saint-Pierre Plamondon, t'es revenu à 27%. Le PQ est à 30 quelques, 30, 32, 34. Non, tout le monde semble... On va voir les chiffres des intentions de vote, mais tous les chefs semblent moins populaires que leur parti. C'est rare. Habituellement, t'as toujours un ou deux des chefs qui ont une plus forte personnalité, puis le chef est plus populaire que son parti. Actualité.
Évidemment, on continue de suivre là, ce nouveau campement qui est apparu à Montréal récemment, là, faisant écho à celui qu'il y avait déjà sur le campus de McGill. Cette fois-ci, c'est sur le campus de l'UQAM, mais pas le bâtiment tout près ici des studios de Cube. On parle plutôt celui sur Sherbrooke-Ouest, là, le complexe des sciences Pierre Dansereau. Et là, sur place aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui ont porté plainte officiellement auprès du SPVM parce qu'ils se sont rendus compte que leur matériel de construction qui est utilisé, là, des clôtures, des palettes de bois et autres, c'est ça qui a été pris par les manifestants sur place pour essayer d'imiter à McGill ce qui s'est passé. Soit le fait de construire une espèce de barricade, barrière, palissade, appelez ça comme vous voulez, autour du campement en question. Ça donne lieu quand même à un échange particulièrement succulent aujourd'hui entre Yves Poirier, journaliste de TVA Nouvelles, notre collègue, qui est allé sur place poser des questions aux gens du campement parce que on voulait pas, on nie pas, non, on n'affirme pas. En même temps, c'est pas, tu sais, l'enquête est pas longue, là. La couleur des clôtures, la nature des clôtures, le chantier est là, juste à côté, puis les clôtures du chantier, c'est comme... Tiens, les clôtures de ce chantier à côté ont disparu. Ici, les clôtures ont poussé. La même couleur, le même genre de la même couleur, le même genre de barricade. On s'entend que la gang de Scooby-Doo serait capable de le résoudre, celui-là. Mais ça a donné vraiment lieu à une passe d'anthologie dont seul Yves Poirier a le secret, disons-le comme ça. On en écoute un extrait, Mario, ça vaut la peine. Ça donne. C'est à qui les clôtures? Les matériaux qui ont été utilisés pour fabriquer ces clôtures-là ont été volés à la terre. Tu comprends? T'es-tu sérieux, là? Ben, tout ça, c'est comme... Pourquoi ça appartient plus à une personne qu'à une autre? Non, arrête de me niaiser, là. Ben, c'est toi qui me niaises. Non, les clôtures appartiennent à... Pourquoi ça appartient plus à quelqu'un qu'un autre? Ça appartient à la terre. Empiriquement, c'est vrai, mais il reste que dans notre pays, on a établi un droit de propriété. Oui, et qu'absolument tous les matériaux, si on commence à jouer à ça, ont été volés à la terre. Oui. Tout ce qu'on utilise. Et donc, ça n'a pas, jusqu'à maintenant, ça n'avait pas autorisé le vol. Et ça ne décourage pas, contre toute attente, Mario, ça ne décourage pas le SPVM en ce moment de mener une enquête autour de tout ça. Est-ce que ce Parce que techniquement, si tu vides la voûte de la banque, tu pourrais dire que les billets de banque ont été volés à la terre. Ben oui, c'est imprimé sur du papier. C'est des arbres, ça, monsieur. Vous avez coupé pour faire ça. Fait que non, ça fait pas très sérieux. Puis il y a beaucoup de choses qui font pas très sérieux. Hier, l'entrevue qu'a obtenue notre collègue Yasmine Abdel-Fadel, c'est sincèrement loufoque. Là, une personne qui s'invente qui s'invente le nom d'une héroïne là, du mouvement palestinien. Ouais, repris un nom connu. Un nom connu, une femme qui doit avoir 75-80 ans. Là. Ensuite de ça, masquée. Ensuite de ça, leur revendication, j'ai trouvé que le recteur de l'UQAM, il était quand même gros bon sens quand il dit « Ouais, mais là, il me demande des affaires. » Tu sais, à McGill, il demande des choses, à la limite, que McGill contrôle. Oui, absolument. Là, des investissements, des partenariats avec les universités. Mais il dit « Nous autres, McGill, on n'a rien de ça. On fait pas affaire avec à l'UQAM, pardon, on n'a rien de ça. On fait pas affaire avec les universités d'Israël. » Donc, le recteur de l'UQAM dit « On me demande, par exemple, un changement de maison de délégation du Québec au ministère des Affaires internationales. » Mais le recteur de l'UQAM, il dit « Moi, là, je suis pas le ministère, je suis pas le ministre, je peux rien. » À la limite, s'ils s'étaient installé un campement, je sais pas, à l'Assemblée nationale, ils s'installent sur le terrain en avant puis disent on n'en veut plus du bureau donc là, à Tel Aviv. Ils s'installent à l'UQAM et ils demandent au recteur de l'UQAM des choses sur lesquelles il n'y a pas juridiction, il n'y a pas l'autorité. Fait qu'on se comprend qu'il n'y a pas de négociation à ce moment-là. Comment tu veux négocier? Il peut pas leur donner ce qu'ils veulent. Bon. Ils revendiquent dans ce cas-ci. Mais après ça, plus profondément, ils sont, écoute, mettons, je sais pas, au total, il était 10-12 aujourd'hui, peut-être qu'il y en a peut-être 20-25 qui sont passés. Est-ce que tous les groupes de 20 personnes de la société peuvent exiger quelque chose du gouvernement? Dire, moi, c'est non négociable. Moi, je veux ça. C'est sûr que tu perds un peu de crédibilité dans ce temps-là. Parce que t'as des grosses familles, là, ça se fait des parties de famille, ils sont 30, là. Fait que si les 30, là, une fois un peu chaudasses, là, ils se mettent à dire, nous autres, on veut que le gouvernement change telle loi, là. Ils pourraient essayer. Oui. Non, mais là, ça se pourrait eux autres, ils s'installent en barricade et disent, c'est ça. Nous autres, on bouge pas d'ici. C'est nous autres qui mènent au Québec. Faut que le gouvernement change ses politiques. Non. On vit dans une démocratie. On est 9 millions. Il y en a quelques millions qui ont voté à la dernière élection générale. Puis, c'est le concept de la démocratie, en général. Il y a un gouvernement élu. Fait que tous les groupes de 20 personnes qui se fassent un campement ou pas peuvent pas... Oui, parce que du côté du campement McGill, on peut être d'accord, pas d'accord. Reste quand même que c'est un mouvement qui est plus organisé, qu'il y a beaucoup plus de monde qui sont sur place, des revendications qui sont plus claires. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis à la limite, je veux dire, de manifester
manifester juste un désir qu'il y ait de la paix dans cette région-là du monde où il y a des atrocités qui se passent en ce moment. Je peux comprendre ces gens-là de vouloir faire preuve d'empathie puis au moins de pouvoir saisir quelque chose. Mais là, du côté de l'UQAM, c'est comme tellement flou. Puis quand ils mêlent, parce qu'à un moment donné, là, dans tous les délires de ces gens-là, là, ils se mêlent avec les causes LGBTQ2, puis tout ça, puis tu dis wow, là. Un instant, parce que d'après moi, si tu vas jaser avec le Hamas des droits de la LGBTQ2, ils sont 100% pour. D'après moi, ça va être rough. Ah ouais? Ouais, d'après moi, il va y avoir des mauvaises surprises. D'après moi, là. Fait que tu peux souhaiter la paix, être consterné par la perte de vie des civils, la famine, il y a plusieurs causes défendables. Mais à un moment donné, tu mêles toutes sortes d'affaires où ça devient, c'est plus des causes, là, c'est un délire. Là. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Toujours sous la même thématique en ce moment, il y a beaucoup d'effectifs du SPVM qui sont mobilisés, non pas pour aller démanteler les campements, mais plutôt pour encadrer une manifestation qui a lieu aujourd'hui parce que c'est la déclaration d'indépendance d'Israël, 76e anniversaire qui se déroule, donc l'anniversaire du 14 mai 1948, au sud du boulevard René-Lévesque. Le problème, bien évidemment, c'est que sur le fond de tension actuel, on est obligé de mobiliser beaucoup de policiers pour s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement. J'ai vu qu'il y avait eu durant une couple d'heures une petite contre-manifestation pro-palestinienne de l'autre côté de la rue. Exactement, c'est ce qu'on voulait éviter, mais quand on dit l'autre côté de la rue, c'est justement ce à quoi servent les effectifs policiers. Là. Il y a une espèce de tape orange qui est déployée un peu partout autour, puis on reste chacun dans sa zone, mais c'est quand même avec des dizaines de voitures de patrouille, des autobus, agents vélo, membres du groupe d'intervention spécialisé aussi, qui sont mobilisés. Puis on comprend, on lésine pas sur les moyens là, du côté du SPVM, pas qu'il y ait de débordement. Ça dégénère, ça risque de devenir hors contrôle. Donc, ça a lieu, là, encore, là, ça avait lieu jusqu'à il y a quelques minutes. On n'a pas observé de débordement. Puis ça, je pense que ça vaut quand même la peine de le souligner, Mario, là, comme dans presque toutes les villes du monde, il y a eu une augmentation, des propos antisémites, menaces et autres. Mais en dehors de ça, dans toutes les manifestations, contre-manifestations qu'il y a eu jusqu'ici à Montréal, pas de débordement qui a été observé, vraiment. Tout savoir en 24 minutes. On passe au scandale d'Arrive-Can, ce dossier qui n'en finit plus d'en donner, Mario, faut dire, parce que déjà tôt ce matin, on a vu des révélations du Globe and Mail, là, qui lâche vraiment pas le dossier depuis son départ et qui a dévoilé les chiffres là, en tout et partout de ce qui a été donné à 3 entreprises là, qui étaient plus ou moins liées là, à Arrive-Can, Coradix Technology Consulting, Dalian Technologies puis GC Strategies. Là. La dernière, celle-là, est rendue pas mal plus connue pour son implication dans le dossier d'Arrive-Can. On se rend compte que sur 13 ans, c'est au-dessus d'1 milliard de dollars d'argent public qui a été donné à ces firmes-là. Entreprises. 3 entreprises. Puis je rappelle, Dalian Technologies puis GC Strategies, c'est 2 entreprises qui sont menées par 2 personnes. Puis quand je dis menées, c'est toute l'entreprise, c'est 2 personnes. Moi, quand tu me parles de contrat, si tu me parles d'un contrat de 40 000 $ pour de la rédaction ou de la traduction, tu sais, je vais te croire que quelqu'un peut faire ça dans son sous-sol. Mais quand tu me parles de contrat qu'on compte en dizaines de millions, en centaines de millions, excuse-moi, là, mais je vois des bureaux, là. Tu comprends? T'as pignon sur rue dans une tour à bureau, puis t'occupes 3-4 étages. Un département d'RH, de communication, des avocats. Des ordinateurs tout bien branchés. Tu sais, une organisation, là. Mais là, GC Strategies, quand on a découvert que le siège social, c'est comme dans le sous-sol d'une maison assez jolie, une espèce de chalet maison. Tu dis, OK, mais ça, c'est correct. Si tu me disais, le type qui habite là, il fait de la traduction, il a donné des contrats au gouvernement pour 40 000 $, c'est correct. Là, le gars travaille, il fait un bon travail, puis tout ça. Mais tu me dis qu'il a donné des dizaines de millions, puis c'est ça le siège social. Juste pour GC Strategies, là, 105 contrats sur 13 ans, 100,3 millions de dollars de valeur pour ces contrats-là sur 13 ans. Comment tu peux donner 100 millions à une business dont le siège social est dans le sous-sol d'une maison? Et comment tu peux, surtout, le donner une fois, ça va? Donner 2 contrats, 3 contrats, 100 contrats, puis pas une vérification. Là. Personne qui est allé faire un tour dans l'entreprise, voir, ouais, on a investi beaucoup d'argent, beaucoup de millions depuis un bout. C'est sérieux. On se rend compte qu'il y a soit il n'y a aucune vérification qui a été faite par pure négligence, ou encore qu'il y a des gens qui étaient au courant, puis qui ont décidé sciemment de ne rien faire dans ce dossier-là. Là. C'est toujours ce qui est rapporté. Puis entre-temps, mais on a eu du nouveau aujourd'hui, là, alors que devant le comité des comptes publics, on a dû rendre certains comptes, notamment du côté de celui là, qui occupe en ce moment le poste par intérim de directeur de l'Agence des services frontaliers du Canada. On se comprend, un poste qui est non seulement important, névralgique,
mais aussi pas mal dans l'eau chaude ces temps-ci avec tout ce qui se passe dans les frontières canadiennes. Et M. Chulaka Aiperuma, qui a dû témoigner, lui, a déjà participé, entre autres, au printemps 2020, à une fameuse dégustation de whisky virtuel qui s'est tenue, organisée par qui? Par GC Strategies, justement, pour discuter des contrats d'Arrive-Can. Et c'est là qu'on apprend qu'il n'y a personne qui a jamais rapporté qu'il y a eu là, des fonctionnaires de tous ceux qui étaient impliqués là, du côté d'Arrive-Can, c'est-à-dire les 2 hommes qui, pour l'instant, sont suspendus, là, ni plus ni moins, M. McDonald et M. Utano, et ces 2-là étaient avec, donc, cet homme-là, M. Ayla Peruma, qui est venu témoigner aujourd'hui, puis les 3 ont participé à ça. C'est un cocktail, c'est organisé par un fournisseur, GC Strategies, personne n'en parle. Les parties virtuelles, c'est-à-dire que chacun était chez eux, là, c'était la pandémie, et je comprends que GC Strategies envoyait des excellents whisky à chacun. Oui. Parce que là, tu peux pas... je veux dire, déguster dans ton Zoom, écran, c'est tough, on se comprend. Zoom, ouais, tu peux pas shipper du whisky par Zoom. Donc, chacun faisait parvenir du whisky. Je suppose qu'ils devaient pas leur faire parvenir juste le petit flacon, le l'once. Non, ils devaient leur faire... ça devait être la bouteille. Puis là, ils faisaient ensuite de ça, ils se réunissaient puis ils faisaient la dégustation. Là. Voilà, puis il y a même eu une rencontre dans un restaurant, le Joey Rideau, à Ottawa aussi, avec justement les 2 hommes derrière GC Strategies et les 2 seuls hommes derrière GC Strategies, Christian Firth et Darren Anthony. Donc là, on explique, lui dit que c'est une erreur de jugement, il a pris part à ces événements-là sans parler de ses supérieurs. On se rend compte que ni les 2 gars suspendus, ni lui... C'était les 3 en charge d'Arrive-Can. Il dit que c'était des grosses journées. On voulait se détendre après une longue journée de travail, socialiser avec nos collègues. Ça faisait du bien pendant qu'on travaillait fort sur Arrive-Can. Tiens, c'était avec les 2 gars de GC Strategies. Puis personne n'a été mis au courant nulle part dans toute la hiérarchie que ça s'est fait avec eux. Disons que c'est une avalanche là, de détails qui deviennent de plus en plus incriminants et compromettants. Ça va prendre des arrestations. Mais ça, aujourd'hui, ça a quand même replongé l'Agence des services frontaliers quand même dans une certaine controverse parce que c'est quand même là que ça s'est passé. Là. C'est là que les contrats... c'était l'agence responsable de ce contrat-là. Puis... c'est l'agence qui se passait rien au port de Montréal. Je sais pas trop l'agence des services frontaliers là, jusqu'à quel point c'est depuis quelques années ça a été mené à 1 là. J'ai mes petits doutes. L'enquête de la GRC. Tout savoir en 24 minutes. Sinon, c'est drôle de dossier, là, celui d'une diététiste nutritionniste qui est radiée officiellement 3 mois. Des histoires qui me font toujours sourire, Mario, quand on rapporte des propos non scientifiques du côté de certaines personnes qui sont censées être affiliées avec la science. Là, c'est la décision qu'a prise le Conseil de l'Ordre des diététistes nutritionnistes. C'est ça, dans le cas des diététistes, il y a un ordre professionnel. Il y a un ordre professionnel, absolument. Là. Puis c'est Andréane Martin qui se fait donc radier 3 mois parce qu'elle a, entre autres, participé à l'hiver 2023, donc l'hiver passé, à la semaine des 4 juillet à Novo. Faisait quelques apparitions à l'émission. Là, c'est mise à dire qu'il y avait des liens entre la nutrition, le microbiome de l'estomac, donc, et la santé mentale. Ce qui n'a pas de fondement scientifique du tout. Même si elle l'a affirmé et confirmé, ce sont des propos scientifiques. Là, c'est prouvé par la science. Alors qu'elle expliquait tout ça. Et là, elle a prêté son nom, en plus de tout ça, à Yuzu Sushi puis Bioca Plus, là, qui est une marque comme de petits breuvages, là, au printemps 2023. C'est pour l'intestin. Là, c'est comme la flore. Là, c'est ça, exactement. Elle est devenue porte-parole. Prêter son nom pour des marques. Le problème, c'est que tu perds ta neutralité puis ton impartialité dans le métier lorsque tu fais ça. En plus que lorsqu'elle faisait la promotion du restaurant de sushi, elle était enceinte. Sa promotion comprenait que c'était les plus nutritionnels puis les meilleurs que tous les autres sushis de tous les autres restaurants. Alors que les sushis, le poisson cru est déconseillé aux femmes enceintes. Oui, fortement déconseillé aux femmes enceintes. Disons que c'était pas de la bonne publicité qu'elle faisait. Puis là, après ça, elle fait de la promotion de l'analyse des sels, de l'analyse de vos déjections en disant que ça personnaliserait les recommandations nutritionnelles de tout un chacun, ce qui n'a pas de fondement non plus. Donc bref, elle n'est pas partie sur une dérape complotiste, mais elle a fait un manque de nuances et de rigueur scientifique. Puis on précise qu'elle avait reçu un avertissement en 2020. C'était jamais conformé. Donc, 3 mois de radiation, c'est une sentence tout de même clémente là, pour la jeune femme. Actualité. Grosse perquisition aujourd'hui pour les policiers qui ont saisi dans un condo du Vieux-Montréal là, hier soir, tard, 100
kilogrammes de cocaïne. Là, c'est pas juste... Ça vaut 3 fortunes. Là. Mais la valeur de la saisie au complet, là, on se comprend, parce qu'il y avait comme 230 000 $ en argent comptant, du cristal meth, du crack, MDMA, cannabis. Mais tout ça, c'était comme marginal. Là. La somme totale de ce qu'on a perquisitionné, c'est 2,5 millions de dollars de valeur. On se comprend que la majorité est dans les 100 kilogrammes de cocaïne. Donc ça, c'était destiné à être redistribué un peu partout dans la province pour le reste du trafic. C'est là qu'on voit à quel point c'est pas des petites quantités de drogue quand même qui s'écoulent dans le pays là, sans qu'on s'en rende compte. Et donc, perquisition majeure qui s'est opérée là, du côté de la police. Un gros coup. Économie. Un pas de côté. C'est comme ça qu'on décide d'appeler ce que fait en ce moment la municipalité des îles de la Madeleine. Pas un pas en arrière, Mario. On recule pas. Mais là, à moins que tu veuilles te pogner avec le maire des îles, Antonin Valiquette, Mario. Là, parce que lui... Je l'aime bien, mais c'est pas dans ma tête, c'est un recul, ça. Ouais, parce que... On va vous laisser vous en juger. Je vous explique. Là, vous vous souvenez ce dossier de la fameuse passe Archipel. Les redevances de 30 $ qu'on voulait perquisitionner aux gens qui venaient là, jusqu'aux îles pour aider, entre autres, à financer là, la lutte contre l'érosion des berges, la gestion des déchets. Bref, tous les coups qui sont en train d'avoir beaucoup de visiteurs qui viennent chaque année. Puis on promettait aussi d'améliorer les infrastructures touristiques avec cet argent-là. Voilà. 30 $ par personne. Il y avait un prix familial, mais 30 $ par personne, en gros, pour rentrer aux îles. Mais là, on annonce officiellement que pour 2024, ça ne sera pas obligatoire. Ça va se faire sur un système d'honneur. Donc, vous pourrez donner 30 $ si vous vous rendez jusqu'aux îles de la Madeleine. Même affaire que ce qui était prévu. Vous utilisez l'espèce de petite application qui va être conçue à cet effet pour donner 30 $, mais vous n'êtes pas obligé. Pour 2024, vous ne serez pas obligé. Et là, du côté du maire Valiquette, on explique là, que c'est des défis opérationnels là, qui font en sorte qu'on est obligé de revenir là-dessus en disant que l'Agence fédérale de transport Canada est censée là, être capable de gérer là, donc cette ponction d'argent qui se fait. Ils sont censés avoir un agent à l'aéroport, par exemple, pour contrôler les entrées sur le territoire, puis que ça n'a pas été fait à temps, que les négociations ne sont pas parvenues, et donc qu'on ne pourra pas la mettre de l'avant. Ça peut être en partie vrai, mais j'ai l'impression qu'ils ont été quand même surpris par l'opposition. C'est mon feeling. Oui. Et que dans l'état actuel des choses, il y a eu aussi, parce qu'il y a eu toutes sortes d'oppositions. Il y a des gens qui ont eu une opposition idéologique, là, plus à l'Éric Duhem, mais moi, j'ai reçu aussi des témoignages de gens qui étaient très, très, très contre ça et qui sont des Madelinos. Mais des Madelinos qui travaillent à Montréal ou qui travaillent à Québec ou qui vivent plus aux îles, mais qui, depuis toujours, systématiquement, passent l'été aux îles ou un mois. Retournent chez eux, la famille, les amis. Leurs parents sont là, frères, sœurs, parents plus âgés sont là. On retourne voir papa et maman durant le temps de l'été, le temps des vacances. Fait que, ces gens-là... je pense pas que c'est parce qu'ils sont à 30$ près. C'était quasiment comme plus une insulte de dire, ben là, parce que moi, ma maison principale, maintenant, est rendue à Québec ou à Montréal. Là, on me charge pour retourner chez nous. Là, fait que, il y avait peut-être un peu toutes sortes de frustrations. Peut-être que c'est vrai au niveau opérationnel qu'on n'est pas prêt. Ce que j'ai hâte de voir, c'est qu'est-ce que ça va donner le facultatif? Parce que ça, là, ça se peut que les gens payent à 80%, puis ça se peut que les gens payent à 2% aussi. Là, que personne paye. On aimerait avoir 30 $ s'il vous plaît, mais vous n'êtes pas obligé. Je connais peu l'instance où ça a fonctionné, ce genre de marketing-là. Sauf que là, c'est quand même un voyage aux îles. Je pense quand même qu'il y a des gens qui vont se dire, ben moi, là, tu sais, comme on en a parlé souvent, c'est pas gratuit. T'es allé aux îles, t'as déjà pris un avion, sinon t'as fait 12 heures de route plus le bateau. Il y a personne qui peut aller aux îles dire, moi, ça m'a coûté 6$, là. Non. Donc, on se comprend, c'est déjà une dépense. Est-ce que d'en rajouter une, par contre, ça risque de rebuter? On verra à la fin de l'été, Mario. Le Monde. C'était aujourd'hui que se poursuivait le témoignage, mais surtout le contre-interrogatoire de Michael Cohen, ex-pitbull de Donald Trump, son avocat et homme à tout faire, qui finalement a retourné sa veste de bord et témoigne maintenant contre lui dans son procès. Je rappelle, dissimulation là, de montants, manipulation de dossiers comptables dans les entreprises de M. Trump pour masquer ce paiement de 130 000 $ à la star du X, là, Mme Stormy Daniels, de son nom de scène. Et là, hier, c'était tout un témoignage percutant, puis aujourd'hui, on s'attaquait à une chose encore et toujours du côté du contre-interrogatoire, Mario,
la crédibilité de M. Cohen. On veut vraiment le faire percevoir comme le gars le plus véreux, visqueux, menteur, tricheur, corrompu. Il y a de la matière en masse pour te faire passer pour ça. Là. On se comprend que c'est pas une fausseté complète. C'est une partie de sa vie. Lui se veut repentant là, et être là pour faire passer à la justice M. Trump. C'était toute une journée très politisée, entre autres, parce qu'il y a eu même le chef des Républicains à la Chambre des représentants, Mike Johnson, qui est venu jusqu'au palais de justice de Manhattan pour dénoncer une instrumentalisation de la justice contre M. Trump. Bref, l'intensité de tout ça n'a pas diminué. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.